Alors j'ai trouvé ça absolument génial de commencer par ce clip, parce que je me suis dit au fond, toute la matinée, on est passé par la séparation dans tous ses états, de la plus dure à la plus abrupte, et vous avez tous, à votre manière, montré toutes les trouvailles transitionnelles que vous exercez au quotidien de manière très concrète pour aider ces jeunes à ce que, je reviendrai après sur ce que Yolande a dit, sur faire de la séparation plutôt que de la rupture, ou vivre les séparations sur un autre mode que celui de la rupture, ou sur un mode catastrophique. Et tout ce que vous avez montré là, c'est tous ces petits points d'appui pour aider à mettre des tapis transitionnels pour eux, pour qu'ils aient moins l'impression de se décomposer, de tomber dans des trous, etc. Et toujours avec une adaptation comme ça à là où est l'enfant, là où est sa famille. Donc j'ai trouvé vraiment ça remarquable. Et je trouvais ça très juste et très beau de commencer par l'émotion, par cette chanson-là. Et j'ai surtout retenu cette phrase qui dit « Parfois, je ne trouve plus les mots ». Et je me suis dit que le travail, c'est aussi de les aider à trouver les mots. Et les mots, parfois, ça prend des formes autres qu'orales, des collages, des dessins, des fresques, une mise en musique, une mise en histoire, une traduction par un éducateur, une traduction par un psy d'un signe qu'il vous envoie, mais quand même ce qu'on reçoit en premier comme intervenant, c'est leurs émotions, parfois très brutes. On ne comprend pas ce qui se passe, on doit s'interroger sur ce qui nous arrive pour comprendre parfois ce qui leur arrive, et donc de commencer par cette façon de sublimer les choses et de symboliser les choses qu'est une chanson, c'est tout à fait juste. Et je remercie alors, après la source vive, de cette mouillée comme ça, parce que ça touche quand même à la question de comment on a vécu soi, dans notre histoire, les propres séparations auxquelles on a été confrontés, nos propres expériences de vie par rapport aux séparations. Et je trouve que le témoignage de la première dame de la source vive était très engagé, et on voit comment ça a coloré, ça a incarné sa position aujourd'hui d'éducatrice et sa manière d'accueillir. Elle a parlé de chaleur, d'accueil, d'attention à des petits gestes. J'ai été aussi très frappée par ce qu'elle disait de la manière dont elle avait été dans le brouillard, qu'elle avait l'impression de se noyer quand elle est rentrée dans l'internat après la séparation de ses parents. Et ça m'a quand même fait penser à ce que beaucoup d'enfants, d'adolescents avec lesquels je travaille, qui sont soit en SRJ, soit placés en institution de type SAE, disent, c'est que non seulement ils gardent en eux une incompréhension par rapport aux raisons de leur placement, aux raisons de leur orientation, mais ils gardent aussi une grande incompréhension sur certains pans de leur histoire. Et donc, dans une recherche que j'ai réalisée auprès d'adultes qui ont connu de longs parcours de placement, c'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup. J'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qui m'arrivait, j'ai rien compris aux raisons de mon placement, j'ai rien compris à cette institution quand j'y suis arrivée. Et donc, quelqu'un dans le courant de la matinée reprenait la nécessité que l'institution adopte l'enfant, l'apprivoise, mais c'est un apprivoisement réciproque. L'enfant va devoir découvrir toute une collectivité, des nouveaux bruits, des nouvelles odeurs, des nouveaux lieux, des nouvelles personnes, des nouvelles règles, et que tout ça nécessite du temps, et qu'en tout cas ça fait crise. Et que cette incompréhension est d'autant plus forte si on n'a pas pris suffisamment la peine de leur expliquer les raisons de cette orientation. Et parfois, on croit l'avoir fait et ils n'ont quand même pas compris. Et il faut revenir et revenir et revenir et le raconter à plusieurs voix, et faire circuler les versions pour qu'ils puissent bricoler au fur et à mesure une certaine forme de compréhension de ce qu'ils font là. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans
ce que la source vive a présenté aujourd'hui, c'est qu'on ne peut sans doute pas faire non plus l'économie, quand on est travailleur, de ce que nous-mêmes on fout là. Donc, je le reprendrai comme cela. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose... Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir tout traiter, hein, je ne prends que quelques petits bouts. Que ce qui était très intéressant aussi dans ce qui a été dit, c'est toute l'importance d'être comme les autres, de ressembler aux autres. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup dans les témoignages, dans l'après-coup ou dans les bureaux de thérapie. C'est le besoin d'être... à certains moments, d'avoir le droit aux mêmes accès dans le social, aux mêmes accès à la culture, aux échanges, de pouvoir être regardé à certains moments comme tout le monde, parce que quand même, l'air de rien, ils portent toujours en eux une honte assez importante. J'ai rencontré des personnes tout à fait adultes qui ont eu parfois des parcours d'errance dans la rue avec des assuétudes, et ils m'ont très bien expliqué ça, la manière dont en fait ils portent toujours en eux, même ceux qui s'en sont sortis, et vous ne pourriez pas imaginer aujourd'hui le parcours de rue qu'ils ont eu, ils disent cette honte-là, on l'a encore à l'intérieur de nous. Et donc tout ce qui va dans le social, venir retoucher ce stigmate de honte interne, va les mettre à mal. Et des trucs que nous, on ne va même peut-être pas percevoir, mais c'est là, c'est incorporé. Et donc c'est vraiment très utile, je crois, de reconnaître ça et de chercher toujours à restituer de la dignité. Et de la dignité, ça passe parfois par être comme tout le monde. D'autant plus que toute une partie de ces enfants et de ces ados, quand ils sont dans des groupes hors institution, ils ne racontent pas nécessairement où ils sont. Ils cachent un peu les choses. En tout cas dans certains temps de leur parcours, ce qui fait qu'ils sont toujours un peu dissonants. Ils n'ont jamais l'impression d'être tout à fait rencontrés. Parfois, ils aimeraient bien magiquement qu'on voit à l'intérieur d'eux, mais ils le portent en tout cas. Et ça, on ne s'en rend pas toujours compte. Et donc, je trouvais que c'était vraiment très juste, toute cette attention à l'apparence, notamment. Alors, vous nous avez évidemment, la source vive, montré quand même une évolution dans les pratiques, et heureusement, et on mesure encore tout ce qu'on pourrait faire. Et je trouve que vous avez très bien introduit la question de la temporalité et du temps nécessaire. Alors après, il y a eu les moineaux, avec Yolande, je retiens son nom parce que je la connais par ailleurs, désolée pour les autres, je n'ai pas retenu tous les prénoms. Mais je trouve que tout ton exposé, toute l'attention que tu as, et la question que tu t'es posée toi-même, rupture, séparation, de quoi je parle, ça dit bien quelque chose de ce dans quoi ces jeunes avec lesquels vous travaillez, je travaille, vivent. C'est sans doute que les séparations sont quand même régulièrement vécues sur le mode de la rupture. Les séparations font partie, et ça peut même être tout à fait structurant, font partie des étapes de vie. On doit tous traverser des séparations, mais c'est quand même un petit peu plus facile si la séparation ne rime pas avec perte, avec parfois incertitude de retrouver celui qu'on quitte, ou de se retrouver soi-même, parce que quand on n'est pas bien unifié, bien en lien avec soi, quand il y a des trous dans l'histoire, quand il y a des changements, on n'est pas sûr qu'on va se retrouver, on n'est pas sûr qu'on ne va pas disparaître, on n'est pas sûr qu'on ne va pas se décomposer. Et donc, cette tension entre rupture et séparation est bien là, était même allée jusqu'à dire peut-être le boulot, c'est de rendre les ruptures plus douces. Moi, j'aurais presque envie de dire de peut-être passer du mode rupture au mode séparation. Alors évidemment,
tu as montré aussi toutes les trouvailles, toutes les constructions qu'on peut faire et toute l'importance de travailler à plusieurs autour de ces enfants et de se parler de différentes places avec eux, d'eux, et de laisser aussi ces enfants parler, interroger, poser leurs questions, quand ils y arrivent en tout cas, et tout l'impact sur les apprentissages quand il y a des blancs dans la pensée, tu as dit toute l'importance de pouvoir raconter une histoire, se mettre en histoire, et que quand on n'y arrive pas bien, c'est extrêmement compliqué d'apprendre. Et j'étais très touchée par ce petit garçon qui apprend seulement à certains endroits et pas à d'autres. Et j'ai évidemment pas pu m'empêcher de me poser la question de ce qu'il peut y avoir de dangereux pour lui à interroger son histoire, à aller poser des questions, à essayer de comprendre ce qui lui arrive et pourquoi il est en Sergi et au moineau. Et que peut-être il sort un petit peu du brouillard et que donc il est un tout petit peu possible de se mettre à apprendre, à lier les signes et à se raconter. Donc je continue à me demander ce qui peut faire obstacle. Alors, je trouvais très important aussi de dire que finalement, ce qu'ils interrogent peut-être tout le temps, c'est la solidité du lien. Est-ce qu'on va tenir bon? Est-ce qu'on va tenir bon à leurs attaques? Alors là, j'ai beaucoup pensé à Winnicott qui dit qu'en fait, dans notre boulot, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire qu'à survivre. Survivre aux attaques, survivre à la haine, survivre au rejet, survivre aux 3 pas en avant et 6 pas en arrière, survivre au fait qu'on est à certains moments pris par la crise qui rabat toute la temporalité et on se dit qu'on ne va jamais s'en sortir avec cet enfant. Mais ça veut dire aussi du coup supporter nos mouvements parfois de rejet, d'avoir envie d'arrêter, de stopper et de continuer à réfléchir à comment on peut aménager les choses pour que ça tienne. Et parfois tenir, c'est mettre un arrêt et dire non, pas la destructivité, pour l'instant on ne peut pas être ensemble, peut-être qu'il faut penser une hospitalisation, peut-être une mise au vert, peut-être un arrêt, mais comment on va se retrouver après? Et comment il va être possible de se retrouver, comment ça ne va pas détruire le lien. Alors c'est vrai que je ne peux pas non plus faire fi de ce que tu nommes, de comment les institutions créent elles-mêmes de la discontinuité, ou en tout cas comment les politiques auxquelles sont soumises les institutions peuvent créer elles-mêmes de la discontinuité, et comment on peut quand même essayer de créer, de faire des pas de côté pour continuer à faire des ponts et parfois à prendre un peu des risques ou à faire un peu autrement, et que et notamment quand il y a des nécessités d'hospitalisation avec des séjours qui se raccourcissent très très fort, comment quand même continuer à essayer de tisser, de faire du lien et de pouvoir au fond faire entre intervenants, entre institutions, ce qu'on fait à l'intérieur de l'institution. C'est-à-dire se parler, réfléchir, accepter des positions parfois de désaccord, et d'en faire des complémentarités et essayer de voir que peut-être quelque chose de l'histoire de cet enfant et peut-être que quelque chose de l'histoire de sa famille est en train de se jouer aussi entre les différents intervenants. Et comment on va se mettre ensemble? Et oui, il y a un secret professionnel et on n'est pas obligé de le lever, mais on peut en tout cas se positionner et aider l'enfant à voir où il est et les parents à voir où ils sont dans tout ce réseau institutionnel qui parfois nous précède et qui a encore une influence sur la manière dont l'enfant va nous percevoir. Parce qu'on arrive à un temps particulier de son parcours et il a déjà tout un parcours avant, tout un vécu, il a déjà rencontré des professionnels avec qui il a accroché ou pas, et pareil pour les parents. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que c'est aussi leur mettre en histoire, c'est aussi leur raconter que de se parler entre nous.
Je ne sais plus qui, c'est la clé des champs qui disait combien il fallait pouvoir penser la séparation d'abord du côté des professionnels et des adultes pour aider l'enfant à traverser ses propres questions par rapport à la séparation. C'est vrai aussi entre professionnels, la manière dont on va se parler, dont on va se dire les choses, dont on va parfois réussir à traverser une question, ça va aider parfois l'enfant et sa famille à la traverser aussi. Et que là, je crois qu'on a quand même encore un peu du chemin à faire, et sans jeter la pierre à qui que ce soit, c'est parce qu'on est aussi pris par notre travail, notre quotidien, et qu'on n'a pas non plus toujours les moyens de faire ces liens-là. Mais je crois que quand même, quand on est plusieurs à travailler avec un enfant, il y a quelqu'un qui doit assumer la question de faire le lien, et de pouvoir se parler. Et aider toujours l'enfant à comprendre ce qu'il fout là, et les parents à aider à comprendre aussi ce qui se passe pour eux et pour leur enfant. Et donc, voilà, ça nécessite aussi, en effet, je dirais toujours une anticipation de l'après et de la sortie, mais aussi de penser tout ce qui s'est passé avant et qui est peut-être encore très, très, très actif. Alors, Monsieur Laurent, j'aurais avant toute chose envie de le remercier pour son envie de transmettre et voilà, de pouvoir transmettre à une autre place et encore activement. Il y a évidemment toute la question des points d'appui sur lesquels je reviendrai, qu'on peut appeler aussi étayage. Et puis je me disais, au fond, peut-être que ce que vous amenez aussi, c'est toute la question de comment on peut travailler la présence dans l'absence. Et que ça, il y a plein de façons de le faire. Et que c'est pas parce qu'on n'est plus au sein d'une institution, et ça vaut, je crois, autant pour les adultes que pour les enfants, que ce qui a été vécu disparaît, ou que ce qui a été transmis disparaît. Alors, c'est vivant, ça se remobilise, ça se transforme, ça se dit peut-être autrement, mais ça existe encore. Et peut-être, comme ce petit garçon avec cette histoire de cimetière le dit, il y a un doute peut-être profond chez certains d'entre eux sur cette question-là. Est-ce que ce qu'on a vécu ensemble, est-ce que cette expérience vécue et partagée va laisser une trace, ne va pas disparaître, va rester en moi? D'où peut-être parfois la nécessité de s'accrocher à des objets comme ce morceau de chocolat qu'on garde avec soi, pour rendre concret un lien dont on n'est pas tout à fait certain qu'il va rester vivant à l'intérieur de soi, mais aussi à l'intérieur de l'autre, parce qu'on n'existe jamais tout seul, on prend sa consistance et son existence bébé que parce qu'on est aussi rencontré, reconnu, regardé par un autre, et parce qu'on sent qu'on dure en l'autre, qu'on est continu en l'autre, et c'est comme ça qu'on devient on acquiert progressivement son propre sentiment de continuité. Mais peut-être que quand il y a un doute là-dessus, on a plus besoin de l'extérieur pour se rassurer, on a plus besoin d'objets extérieurs pour se rassurer, on a plus besoin de bricoler un tas de choses, on a plus besoin de doudou concret, et que le doudou ne se transforme pas tout à fait de la même manière en processus. Ceci dit, même quand on a pu l'intégrer, on a tous besoin de repasser par des anecdotes, de raconter 1000 fois la même histoire aux fêtes de famille, à revenir sur des photos. Et il n'y a pas de raison que les enfants et les familles avec lesquelles on travaille n'aient pas ce besoin-là aussi. Alors, la vidéo de Aude, j'ai retenu son prénom pour le coup. Alors, il y a eu plein de choses très intéressantes et vraiment aussi très belles qui ont été dites. C'est les enfants qui lui ont rendu quelque chose d'elle pour son départ.
Et ça, c'est génial, parce que alors les enfants se sentent aussi incroyablement compétents et en capacité aussi d'aider, de rendre dans des notions de dons et de contre-dons et de partage de compétences. Je trouve que ça disait aussi très bien quelque chose de ces processus de séparation. On ne peut pas faire fi, on ne peut pas éviter, certains essayent, mais des affects douloureux qu'une séparation peut entraîner. On a parlé de lourdeur mortifère dans la vidéo de Aude. Ben oui, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir du mortifère. Et il n'y a pas que ça. Ça, c'est votre trouvaille géniale à vous quand vous arrivez en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, on ne va pas mourir, on va encore être là, le groupe va continuer, je vais quand même continuer à travailler avec vous, vous continuez à être là, tout ne disparaît pas, et hop, ça se transforme et il y a une relance. Mais on ne peut pas éviter le tunnel noir. Et ça, c'est toute l'importance d'aider les enfants à ne pas trop se défendre contre ça. Et pour ça, il faut nous-mêmes qu'on ne se défende pas trop contre ça et qu'on le mette toujours au travail pour le transformer. Et je trouve que tout se déroulait là, autour du départ d'un professionnel, était vraiment très, très explicite. Alors, la clé des champs, c'était aussi tout à fait prenant. Peut-être deux, trois points. C'est toute la question de la fratrie. Hein, aussi dans les témoignages d'adultes qui ont connu le placement, ils relèvent tous, pour ceux qui ont des frères et sœurs en tout cas, combien la fratrie reste une ressource, un repère partagé. En vous disant ça, je pense à une de mes patientes, le travail est terminé, mais que j'ai accompagnée adolescente, qui a été en pouponnière, puis en famille d'accueil, et puis adoptée. Et dans le travail qu'on a fait ensemble, elle a éprouvé le besoin, comme souvent d'ailleurs, d'aller un peu à la recherche de son histoire et d'interroger un tas de choses, ce qu'elle a fait. Je l'ai accompagnée là-dedans, elle est retournée dans son ancienne pouponnière, elle a posé toute une série de questions. Et donc elle a eu accès à des pans de son dossier, ce qui lui a permis de retrouver des membres de sa fratrie biologique avec lesquels elle n'avait jamais eu de contact. Avec Facebook, tout ça va très vite maintenant et relativement facile. Et donc elle a eu des échanges avec sa fratrie, ses parents biologiques, elle tient vraiment très à l'écart et elle ne souhaite pas avoir de contact avec eux, mais elle a renoué quelque chose avec sa fratrie. Et elle me disait, après les avoir rencontrés, en fait on se comprend au quart de tour, on n'a pas besoin de parler. Et ça c'était quand même très précieux pour elle, d'avoir l'impression là qu'il y avait une communauté de partage qu'elle ne pouvait pas avoir avec d'autres. Et les adultes ayant connu le placement redisent quand même combien la question de la fratrie est importante et qu'il puisse y avoir au moins une continuité de ce côté-là. Alors je ne me prononcerai pas du côté de la fratrie plus âgée, mais il me semble, si j'ai bien compris, qu'il y a eu tout un temps avec son frère en institution et puis plus. Et ça pose quand même de grosses questions. Et idem avec les familles de parrainage, les adultes qui ont connu le placement disent aussi combien elles sont importantes pour eux, elles ont été importantes. Ils gardent d'ailleurs parfois des liens avec elles plus tard quand ils deviennent adultes et même grands adultes, parce que c'est aussi un des lieux où ils se sentent comme les autres, c'est aussi un des lieux où ils découvrent un peu plus ce que c'est qu'une famille, parce que nombre d'entre eux disent « je ne sais pas ce que c'est qu'une famille ». Et peut-être qu'on doit un peu plus aider les familles de parrainage à tenir le coup, avec des enfants qui vont inévitablement aller les titiller, éventuellement les mettre à mal, etc. Ça m'évoquait ça, et puis ça m'évoquait toute la question du métissage. Comment on peut se métisser avec des enfants, notamment d'origine différente. Et je me disais, ben oui, au fond,
vous êtes blanc et belge, moi je suis blanche et belge aussi, et en même temps on est très différents. Si on se tient à un trait de l'identité, ben alors on est marqué par la différence et presque le clivage, alors que l'enjeu c'est peut-être de faire circuler un peu les identités, de voir comment on peut se métisser, de voir comment on peut partager les métissages sans les hiérarchiser. Parce qu'au fond, l'identité, c'est jamais qu'un grand patchwork qu'on essaye de tenir ensemble. Et donc, ça m'évoquait ça. Alors, je ne sais pas si vous devez... Enfin, je trouve ça génial que vous lui appreniez le Coran. Ce serait peut-être intéressant qu'on parle aussi de la Bible, de la Torah, ou que sais-je. Et puis, il y a eu le cahier de vie. Ben, là aussi, trouvaille géniale, très concrète, très importante. Ça m'a fait penser à ce que d'autres institutions ont pu me partager d'outils qu'ils ont créés un peu dans le même style, avec des enfants qui ont connu différentes institutions. Ils se sont aperçus aussi que parfois ce cahier de vie, il disparaît au fil des passages d'une institution à l'autre, il se détériore, il est perdu. Et donc il y a une série comme ça de pouponnières bruxelloises notamment qui pratiquent un cahier de vie adapté à des bébés, qui ont fini par faire le choix de les scanner pour que si ce bébé devenu adolescent ou adulte le perd, il puisse à un moment le retrouver. Voilà un peu tout ce que m'ont évoqué vos exposés. Alors je voulais vous parler des bébés parce que je voulais revenir quand même à ce qui permet ou ne permet pas de vivre les séparations avec douceur, et revenir un peu à la manière dont le lien peut se construire et le sentiment de continuité d'existence peut se construire, pour rappeler que ça ne peut se passer que dans la rencontre avec l'autre, avec l'environnement premier, alors la maman, le père, la grand-mère, le grand-père, l'institution. Mais en tout cas, il y a un moment, c'est toute la métaphore qu'on peut avoir autour de la mère suffisamment bonne, hein, vous connaissez, théorisée par Winnicott, de toute la présence suffisante, c'est-à-dire ni trop là, ni pas assez là. Parce que si on est trop présent, ben, le bébé ne peut pas, l'enfant ne peut pas sentir qu'il a ses propres compétences et que la question de la séparation devient dangereuse. Et si on n'est pas assez là, ben, alors c'est la perte, c'est l'abandon. Et donc c'est tout un travail entre la présence suffisamment bonne, suffisamment de présence, suffisamment d'absence, ni trop, ni pas assez. Et que ça permet à l'enfant de sentir qu'il existe pour l'autre, qu'il existe à travers les séparations, que le lien existe, et surtout qu'il a été reconnu comme digne de recevoir des soins. Digne d'avoir une réponse adaptée à ses besoins. Et ça, c'est quand même la base d'un lien suffisamment sécure, et d'une sécurité de base suffisante pour se sentir en continuité d'existence. Et c'est ce qui permet de pouvoir se séparer sans trop de dégâts, parce qu'on sait qu'on va retrouver l'autre et qu'on sait qu'on va se retrouver soi-même. Et c'est aussi ce qui donne le sentiment qu'on est digne. On est digne d'exister puisque l'autre va nous secourir. Si ça s'est quand même pas très bien passé, parce qu'il y a eu des ruptures, parce qu'il y a eu du trop, parce qu'il y a eu pas assez, parce qu'il y a eu des traumatismes, de la violence, cette zone-là, elle va quand même être effractée. Et elle va beaucoup se rejouer, même dans des micro-séparations. Et que sans doute c'est aussi ça que ces enfants qui viennent questionner la solidité
difficulté du lien questionne aussi, c'est comment je vais retrouver de la sécurité à l'intérieur de moi et comment on va m'aider à retrouver de la sécurité à l'intérieur de moi. Et ça passe aussi, du coup, par pouvoir travailler sur la mémoire de ces enfants, qui parfois ne se souviennent pas des événements, mais les ont dans leur corps, les ont dans leurs sensations, ou même parfois ont des souvenirs, mais ils ne savent pas à quoi les raccrocher. Et donc, ils ont besoin alors de retrouver du sens et de pouvoir se mettre en histoire et qu'on leur raconte leur histoire, même si elle est particulièrement douloureuse, même si c'est parfois pour ne pas trouver des réponses complètes, mais au moins ça leur permet de bricoler une identité et de se border un peu et de border un peu leur psychisme, ou sinon c'est la fuite de l'imaginaire et on peut tout imaginer et on ne sait pas où ça commence et on ne sait pas où ça s'arrête. Et donc je voudrais terminer par vous raconter l'histoire de Béatrice, qui est une de mes anciennes patientes. Je vous raconte son histoire parce qu'elle m'y autorise et elle m'a même dit que je devais le faire, donc je vais le faire. Et ça me semble un peu résumer toute une série de questions qui ont surgi aujourd'hui. Donc Béatrice, je la rencontre quand elle a 14 ans. Elle a une histoire jalonnée de pertes réelles et symboliques assez importantes. Elle a été placée en pouponnière très jeune, dans les premières semaines de sa vie. Elle est allée en famille d'accueil. Sa famille d'accueil a pu l'adopter. Elle a perdu ses parents biologiques, elle a perdu son papa d'accueil, et quand je la rencontre à 14 ans, elle arrive en me disant « j'ai des troubles de l'attachement, c'est pour ça que je viens ». Ma sœur est éducatrice, elle m'a dit que j'ai des troubles de l'attachement. Et elle commence, elle a toujours fait un peu de symptômes, mais là les symptômes prennent quand même fort le dessus, conduite à risque, elle fume, elle fugue, elle se révolte, elle n'arrive pas à apprendre. Ça c'est vraiment une de ces questions. J'étudie, sur le moment je retiens, et puis quand il faut restituer, je ne sais plus rien restituer. Assez rapidement, on s'aperçoit que c'est la purée de poids de la tête, c'est le brouillard. Pourtant, sa mère adoptive lui a quand même raconté son histoire, l'a laissé l'interroger, mais elle a un doute, elle n'y croit pas. Elle ne croit pas tout à fait à la version de sa mère adoptive. Alors, au bout de tout un travail, notamment avec sa mère adoptive, on se dit qu'il serait temps de partir justement à la recherche de son histoire, et assez vite on s'aperçoit qu'il faut y aller ensemble, et il faut partir rechercher des intervenants qui l'ont connu. Une de ces grosses questions, c'est est-ce que c'est vrai qu'on vient chercher les bébés dans les familles ? Elle a aussi un souvenir, un espèce de souvenir, rêve, on ne sait pas très bien, qui revient sans cesse. Elle a le souvenir d'un couloir très grand, un peu sombre, ça sent la soupe. Elle ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, la première démarche qu'on réalise, c'est d'aller rencontrer le service qui a accompagné son placement en famille d'accueil et puis qui s'est retiré au moment où elle a été adoptée. Ils avaient gardé toute une série d'événements et d'éléments historiques qui lui ont transmis. Elle a posé ses questions, elle avait préparé ses questions à l'avance. Ils lui ont aussi beaucoup parlé d'elle, comment elle était enfant, comment se passaient les rencontres, comment elle a rencontré sa famille biologique. Et ils lui ont parlé de la pouponnière. Alors il se fait que cette pouponnière est une pouponnière qui existe depuis très très longtemps. Il y a eu quand même des changements. Elle n'est plus au même endroit qu'à l'époque de Béatrice, et c'est pas si simple de retrouver des intervenants. Mais alors dans le décours de la rencontre avec le service d'accompagnement en famille d'accueil, on s'aperçoit que l'ancienne assistante sociale du service de santé mentale où je travaille l'a connue bébé.
travaillait dans cette pouponnière. C'était un de ses tout premiers jobs comme assistante sociale. Bon, ça, c'était tout à fait un hasard. Parfois, ça fait bien les choses. Et donc, on décide... j'en parle à ma collègue qui me dit, je me souviens tout à fait d'elle. Je l'ai biberonnée, je l'ai langée, je me souviens de ses longs doigts. Et donc, on organise une rencontre. Je les mets en contact et moi, je me retire. Mais je vois quand même au moment où je les mets en contact que ma collègue Agnès, pour ne pas la nommer, ne s'embarrasse pas du tout d'une quelconque distance professionnelle. Elle fond en larmes et elle la prend dans ses bras, en lui disant « Je suis tellement contente de te revoir, je me souviens, t'as encore les mêmes doigts. » Il se fait que ma patiente était un petit peu mince parce qu'elle avait plus... Et elle restait un petit peu petite parce que grandir, c'était quand même une question et qu'elle n'avait plus très envie de manger. Voilà, et puis ça se passe. Et la semaine d'après, je retrouve ma patiente tout à fait transformée. Et la première chose qu'elle me dit, c'est « Je n'imaginais pas que j'avais pu compter comme ça. Je n'imaginais pas qu'on puisse se souvenir de moi. » Et que tout ce qu'elle interrogeait là, c'est la trace très concrète qu'elle avait laissée chez l'autre. Et que le fait de se l'avoir restituée, ça lui permettait de se remettre en mouvement. Ça a levé beaucoup d'inhibitions scolaires. Alors, c'est pas toujours aussi magique, hein, mais quand même. Ça lui a donné le courage de raconter son histoire à ses copains de classe, de voir que ça suscitait plutôt de la sollicitude et de la bienveillance que du rejet, de l'incompréhension ou du jugement. Et ça lui a permis tout à fait de se repositionner. Ça lui a permis aussi de sentir que sa maman biologique ne lui avait pas menti, mais à un moment, elle devait faire son épreuve du feu par elle-même. Et elle a eu la réponse. Oui, on vient chercher les bébés dans les familles. La police peut arriver, c'est ce qui lui était arrivé, ce que sa maman biologique méconnaissait. Et la pouponnière dans laquelle elle était, c'était une grande maison avec un couloir très sombre par lequel elle passait, et ça sentait la soupe. Et donc elle avait gardé toute une série de traces comme ça, sensorielles, mnésiques, auxquelles elle savait accorder aucun sens, mais c'était là. Et quand elle a pu relier ça, elle a pu commencer à relier sa pensée et se mettre à apprendre autrement. Donc sans doute, oui, que pour se séparer, il faut pouvoir se sentir un petit peu continu, sentir que ça tient à l'intérieur, qu'on ne va pas se disparaître, qu'on va continuer à exister pour l'autre et que l'autre va continuer à exister, et que c'est en permanence un travail de contenance, de transformation et de liaison. Voilà, c'est cela que je dirais aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette matinée. Voilà, j'ai hâte d'entendre les...